à cette heure-ci. Alors, dans cette journée de débat, il est plus facile de ne pas être d'accord que de savoir de quoi on parle. Alors, l'enjeu de cette discussion sera d'abord sans doute de définir ce qu'est un animal et en quoi il se distingue de l'homme. La question donc qui va nous occuper au cours de l'heure qui arrive est la suivante. Les animaux sont-ils des hommes comme les autres? Je tiens immédiatement à préciser qu'ici, les animaux ne renvoient pas qu'aux porcs, dont le degré d'humanité est sans doute supérieur aux personnes à qui s'applique cette métaphore, et que le terme d'homme, ici, est à entendre au sens générique, pas comme une distinction de genre. On aurait pu dire les animaux sont-ils des femmes comme les autres, mais le débat aurait été bien différent. Alors, la question est donc de savoir si entre l'animalité et l'humanité, il y a une différence. S'il y a une différence, est-ce que celle-ci est de degré ou de nature? Est-ce que les deux termes renvoient à deux réalités absolument distinctes? Ou bien est-ce que ce serait simplement deux facettes de considérer une même réalité? De la réponse à cette question découlent des prises de position qui sont extrêmement différentes, extrêmement tranchées, et qui soulèvent des enjeux philosophiques, politiques, même scientifiques absolument passionnants. En clair, est-ce que la conception de l'humanité implique toujours une part d'animalité ou pas? Autrement dit, faut-il, pour respecter l'animal, considérer qu'il est un peu comme nous? Ou bien peut-on respecter un animal dans sa différence radicale, absolue, avec nous autres êtres humains? Ce qui est une manière, en fait, de s'interroger sur la possibilité que nous avons de réfléchir sur l'animal sans, en fait, se poser des questions pour nous-mêmes. Est-ce que dès qu'on parle de l'animal, c'est pas une manière de réfléchir à ce qui fait notre humanité? Voilà beaucoup de questions que je vais poser à mes invités qui ont chacun beaucoup de choses à en dire. Je vous les présente. Alain Prochian, bonjour à vous. Vous pouvez prendre le micro afin que tout le monde vous entende. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes professeur au Collège de France, neurobiologiste. Vous avez beaucoup publié sur la question du vivant. Le dernier ouvrage sur le vivant, Qu'est-ce que le vivant, a été publié au Seuil en 2012, je crois. À votre droite se trouve Corinne Pelluchon. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous publiez en ce moment Éthique de la considération aux éditions du Seuil. Et récemment, vous êtes l'auteur d'un manifeste animaliste qui va nous intéresser aujourd'hui aux éditions Alma. Et à votre droite, c'est-à-dire à ma gauche, se trouve Joyce Orban. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes écrivain, auteur de Comme une bête, notamment, qui raconte l'histoire d'un homme qui aime les vaches au point de devenir boucher, on peut le dire comme ça, hein, ainsi que La peau de l'ours, un roman en forme de conte dont le narrateur est un hybride qui naît de l'accouplement entre une femme et un ours. Vous nous en direz plus, ça paraît assez surprenant comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour que le débat puisse avoir lieu, que la discussion puisse avoir lieu, c'est ce que je disais, on commence par définir ce dont on parle. Est-ce que pour vous, et je vous donnerai plusieurs minutes à chacun pour que vous puissiez définir votre position, y a-t-il une différence, et si oui, quelle est-elle, entre l'animalité et l'humanité? Alain Prochian, la parole est à vous. Je reposerai la question de façon un peu différente, parce que les hommes sont des animaux. C'est-à-dire que je suis darwinien, matérialiste, et pour moi, l'évolution est une réalité. Donc nous avons un lien de parenté avec tous les êtres vivants, depuis les bactéries, les plantes et les animaux. Donc il n'y a absolument aucun doute que les hommes sont des animaux. Donc nous sommes dans l'animalité. D'ailleurs, je pense assez dangereux de refuser, de la part de Sapiens, sa part d'animalité. Ne serait-ce que pour la contrôler par moment. Je ne pense pas que les animaux contrôlent leur animalité de la même façon que nous devrions le faire en général. Des fois, ça nous échappe. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, nous sommes tous des animaux et nous occupons tous une position différente dans l'histoire du vivant. Le vivant est né à peu près 3 milliards d'années, donc nous avons 3 milliards d'évolutions du vivant depuis les premières cellules. Hein. Et puis, nous sommes séparés, par exemple, les arthropodes, homards, mouches et autres, se sont séparés des vertébrés il y a environ 400 millions d'années. Et puis, nous sommes séparés, nous, la branche des hominidés, des autres grands singes, il y a environ 7 millions d'années.
c'est-à-dire que nous avons 14 millions d'années de différence avec nos cousins bonobos, chimpanzés par exemple. Et tout ça, c'est de l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a des modifications qui sont des modifications dans les gènes, dans la génétique, dans la morphologie, dans le comportement, dans l'épigénétique, qui fait que, évidemment, même si nous sommes des animaux, nous ne sommes pas des animaux comme les autres singes, nous sommes des singes comme les chimpanzés, de même que les chimpanzés ne sont pas des animaux comme nous. Hein, chacun a sa spécificité qui est liée à sa place dans l'histoire du vivant. Et chez Sapiens, ce qui s'est produit de plus étonnant, et ça a été très rapide, hein, 7 millions d'années, c'est très court en fait, même ça peut paraître long à certains, ce qui s'est passé de plus étonnant pour un neurobiologiste, c'est l'incroyablement grande évolution du système nerveux, puisque par rapport au poids sec du corps, qui est le même chez un sapiens que chez un chimpanzé ou un bonobo, qui est notre cousin le plus proche, nous avons 4 fois plus de cerveau. Et le cerveau, la part qui est la plus développée, c'est la part la plus antérieure, c'est-à-dire la part qui est plus liée au phénomène de cognition, de langage, etc. Donc, ce qui fait que nous avons développé une culture, il y a une culture bien entendu chez les animaux, mais nous avons une culture qui est très différente. Ce sont les sapiens qui sont ici en train de discuter des chimpanzés. Ce sont les sapiens qui ont construit le pont de Brooklyn, ce sont les sapiens qui ont écrit la critique de la raison pure, et ce sont les sapiens qui, en raison de cette culture, ont inventé le droit, qui n'est pas un droit naturel, qui est un droit, qui est une construction intellectuelle, sociale, des sapiens. Et ce droit nous donne, d'une façon, la possibilité de considérer notre position dans la nature, notre position par rapport aux autres animaux, qui ne sont pas des humains comme les autres, qui sont des chimpanzés comme les autres, ou des bonobos comme les autres, et de dire qu'on va s'imposer, par exemple, des devoirs vis-à-vis des autres animaux. Mais ça, c'est un fait de culture extraordinaire, parce que si vous allez dans la jungle, les animaux ne vont pas respecter les droits de l'homme, comprenez bien. C'est justement cette distinction, cette distance par rapport aux autres animaux qui nous permet, dans des régions particulières, à une période historique particulière, de s'imposer des devoirs vis-à-vis des autres animaux, parce que nous refusons la souffrance, par exemple. Simplement, ce sont des êtres sensibles, on décide qu'on n'a pas le droit de faire souffrir un animal, ou dans des circonstances très particulières, etc. Donc, vous voyez, la position qui est la mienne n'est pas une position pour ou contre les animaux, c'est une position d'avoir les faits scientifiques les plus précis pour voir où nous sommes dans la nature, et hors de la nature, c'est aussi une question de l'homme dans la nature, hein, l'homme qui modifie la nature en particulier. Toutes ces questions qui sont aujourd'hui très importantes pour l'avenir de la nature, du globe, mais aussi l'avenir de Sapiens, eh bien, elles ne peuvent pas être pensées si on n'est pas capable de faire une distinction claire ou de voir quel est le rapprochement ou la différence entre les espèces. Et on ne peut pas éviter de regarder les faits avant de s'engager sur des débats qui sont des débats de société, des débats moraux, des débats philosophiques qui sont tout à fait justifiés et qui n'ont pas de problème en ce qui me concerne. C'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Corinne Pelluchon, quant à vous, sur la distinction entre l'animalité et l'humanité. Je repense à ce que vient de dire Alain Prochant. Pour ou contre les animaux, ça aurait pu être le thème d'un débat, mais enfin, je ne sais pas s'il y aurait eu beaucoup de participants pour défendre le contre les animaux. À vous, Corinne Pelluchon. Alors, plutôt que de parler d'humanité, d'une essence de l'humanité, d'une essence de l'animalité, avec toujours un singulier et la recherche de critères qui seraient des propres, eh bien, j'emploierais plutôt un pluriel pour les animaux, et ça a été dit à l'instant, il y a de nombreuses différences entre les animaux et nous, et même à l'intérieur du monde animal, qui justifie ce pluriel, et ces différences sont importantes parce que, effectivement, les humains ont des responsabilités, sont responsables envers les autres espèces. Pour les animaux, ils n'ont pas cette extension de la sphère de leur considération morale, si je puis dire, envers des êtres appartenant aux générations futures, etc. Donc c'est une grande différence. Hein. Mais nous avons aussi une commune vulnérabilité, nous avons un corps comme eux, et ce n'est pas le même, mais quand même, il y a cette capacité à souffrir, cette capacité à avoir du plaisir, cette recherche de nourriture, cette inquiétude aussi, donc une dimension psychique. Les animaux sont des soins vulnérables, il y a quelqu'un derrière la fourrure et les plumes,
plumes, ce ne sont pas des êtres seulement passifs, et nous avons aussi une communauté de destin liée au fait que nous partageons la terre, l'oikos, et donc nous cohabitons avec eux, qu'il s'agisse des animaux sauvages ou des animaux domestiques qu'on a amenés à la maison. Et donc, pour moi, la question centrale aujourd'hui, eh bien, c'est de savoir comment arriver à cohabiter de manière moins violente avec ces autres vivants que parfois nous ne comprenons pas bien et qui nous échappent. Il y a une altérité radicale et une hétérogénéité des axes réels. Et quand on parle de cohabiter mieux, de manière moins violente avec les animaux, d'emblée, on passe de l'éthique à la politique, c'est-à-dire à la réflexion, une réflexion globale, une théorie globale visant à déterminer des règles de cette cohabitation de telle manière qu'on prenne quand même en compte les intérêts des animaux et pas seulement les intérêts des humains. Or, ce qui se passe aujourd'hui, notamment depuis 60 ans, c'est que la manière dont nous exploitons les animaux dans les élevages souvent intensifs, qui sont la grande généralité dans nos pays, eh bien, la manière dont nous les exploitons est un coup de projecteur sur le modèle de développement dans lequel nous avons glissé et qui est générateur de contre-productivité à la fois environnementale, sociale, et ce qui veut dire que la question animale est stratégique. Non seulement pour les raisons que vous avez dites, mais aussi pour des raisons politiques, parce qu'elle est le levier d'une contestation d'un modèle de développement dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il a des défauts et qui ne rend pas grand monde heureux, à part certains lobbies, certaines industries, etc. Et qu'il y a aussi la question animale et peut-être le chapitre capital d'une transition vers un autre modèle de développement qui implique, et je m'arrêterai là, à la fois la reconversion de l'économie pour la mettre au service des vivants humains et non humains, et aussi eh bien, des innovations technologiques et au niveau de la mode, de l'alimentation, nous permettant de faire notre bien avec le moins de mal possible envers ces autres vivants, pour lesquels la vie est aussi importante pour eux que la nôtre l'est pour nous, bien qu'ils soient très différents. Et vous voyez qu'on peut être humaniste, mais un humanisme peut-être différent de ceux de nos aînés, tout en étant animaliste, ce qui est mon cas. Ça demande à la fois une réflexion, donc je crois qu'on approfondira, sur justement qui nous sommes pour faire cela, ces êtres humains, comment voulons-nous reconstruire le monde pour qu'il soit moins violent envers ces autres vivants et aussi envers les humains, et un volontarisme politique dont peut-être il s'agira de préciser les modalités. Joyce Armand. Alors, je vais donc essayer de répondre à cette question du point de vue de ma discipline ou de mon art, c'est-à-dire du point de vue du roman, ce qui nous fait faire quand même un petit pas de côté. Alors c'est vrai qu'il y a une longue tradition littéraire qui met en scène l'animal. Je ne citerai que les fables de La Fontaine pour être comme ça un peu direct et caricatural, mais c'est vrai que moi j'ai voulu finalement m'inscrire dans cette tradition de la fable ou du conte, tradition littéraire qui utilise l'animal pour parler de l'humanité, évidemment dans cette espèce de rapport dialectique. Donc je peux peut-être dire deux mots sur mes deux romans qui mettent en scène la figure animale et qui la mettent en scène et qui l'utilisent pour des raisons assez différentes, je pense. Alors, le premier roman que vous avez cité, Comme une bête, raconte l'histoire d'un boucher et, comme vous l'avez dit très justement, qui aime tellement les vaches qu'il en devient boucher. Et c'est un roman qui raconte, c'est d'ailleurs une des phrases pivots pour moi de mon livre, qui raconte comment nous aimons les animaux et aussi nous les mangeons. C'est pas nous aimons les animaux mais nous les mangeons, c'est et aussi. Comment cohabite cet amour des bêtes et ce sacrifice des bêtes. Et j'ai eu envie d'explorer, donc à travers la figure de ce boucher qui se prend de passion pour la viande, mais la viande, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte. C'est-à-dire que ce boucher absolu veut parcourir toute la chaîne alimentaire, toute la chaîne de la viande, et veut explorer justement son rapport à l'animal de la naissance à la mort, d'une certaine façon. Et cette figure de la bête que nous chérissons, qui est la figure de l'éleveur d'une certaine façon. L'éleveur, il chérit sa bête, puis il l'amène à l'abattoir, et ça n'est pas contradictoire. Et d'ailleurs, pour écrire ce livre, j'ai interrogé beaucoup d'éleveurs qui me racontaient comment ils arrivaient à faire la synthèse de ce double sentiment, c'est-à-dire sentiment vers les bêtes qu'on aime et qu'on élève, et sentiment vers l'humanité qu'on nourrit. Donc j'avais envie, par le roman, d'explorer
cet apparent paradoxe, parce que je pense que ça n'en est pas nécessairement un, cette complexité-là, sans évidemment donner de réponse, parce que je pense que la littérature est le lieu plutôt de la complexité et de l'obscur plutôt que de l'éclaircissement. En tout cas, voilà, le roman, par la figure du boucher, cette espèce de sacrificateur, me permettait d'explorer ce rapport en ambivalent. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous mangeons de la viande que nous n'aimons pas les animaux. Donc comment arriver à faire cohabiter ces deux sentiments. Dans le deuxième roman, donc, qui s'appelle La peau de l'ours, qui s'inspire d'une légende racontée par Michel Pastoureau dans son formidable livre sur l'ours, qui s'inspire de la légende de Jean de l'Ours, qui raconte au Moyen-Âge l'accouplement d'une jeune paysanne et d'un ours qui donne naissance à cet être hybride. Il y a beaucoup d'occurrences de cette légende, elle est extrêmement connue, en particulier dans les Pyrénées. Donc je m'inspire de cette légende et je donne naissance, alors là pour le coup on est effectivement au cœur du sujet, à un être mi-homme, mi-animal, c'est-à-dire à une conscience humaine enfermée dans un corps de bête. Alors évidemment, d'abord d'un point de vue romanesque, je trouvais ça assez passionnant à explorer, d'un point de vue poétique, hein, d'un point de vue purement littéraire, du plaisir de la littérature, de créer cette espèce de chimère, de personnages imaginaires, et d'essayer de faire parler une voix humaine prise dans une chair animale, d'essayer de réfléchir à ce que ça pourrait donner justement comme langue, cette hybridation-là. Et on a parlé d'altérité. Ce qui m'intéressait dans la création de ce personnage hybride, c'était justement de réfléchir à la dialectique entre ressemblance et altérité, entre fraternité et étrangeté. Et c'est vrai que pour moi, la figure animale, évidemment, pour tous, elle incarne à la fois cette proximité-là, et je pense que nous en faisons tous l'expérience quand nous allons en zoo. Aller au zoo et regarder des animaux, c'est à la fois faire l'expérience de la proximité, le regard du chimpanzé, et en même temps faire l'expérience de l'altérité radicale, du mystère, de ce qui nous échappe, du corps qui n'est pas le nôtre. Et voilà, j'avais envie donc de penser à cette question de l'altérité au sein même de l'humanité aussi. Parce que je terminerai là-dessus, mais je pensais en écrivant le livre ne traiter que de la question animale et surtout de la façon dont mon héros, n'étant ni homme ni bête, finalement est rejeté de toutes les sphères du vivant, est rejeté par les humains, est rejeté par les bêtes, et se cherche une identité hybride impossible entre la bête et l'homme, justement. Est-ce qu'elle est possible, cette identité? Dans mon roman, elle n'est pas possible. Et ce qui m'a intéressé, enthousiasmé et étonné, c'est que des lecteurs ont vu dans cet être mi-homme, mi-ours, des figures de l'altérité autres. C'est-à-dire que des lecteurs ont pu me dire, mais finalement, ton ours, c'est peut-être la figure du transsexuel, ou c'est la figure du réfugié. Et j'y avais pas pensé, et évidemment, ça m'a ravi que le roman échappe comme ça, et que l'impensé me revienne. Et voilà, donc tout ça pour dire que par l'animal, on peut penser l'altérité, on peut penser l'identité troublée, on peut penser la différence et la cohabitation. Et vous disiez, on peut aimer les animaux et les manger. Ce point-là est intéressant parce qu'à la question de savoir si les animaux seraient des hommes comme les autres, si on affirme la possibilité de pouvoir manger ces animaux, alors on doit leur retirer cette petite part d'humanité, à moins de faire de nous-mêmes des cannibales. Ce qui est quand même une manière de poser la question qui est assez intéressante. Est-ce qu'on se doit du coup, peut-être que Corinne Pelluchon, vous serez en désaccord avec ce point, peut-on aimer l'animalité et la consommer sans nous-mêmes passer pour des cannibales? Ah bah écoutez, je laisse à chacun le choix de répondre à cette question. Mais pour ma part, effectivement, je n'en mange pas depuis longtemps et il me semble aussi qu'il faut ajouter une chose, c'est qu'à 7,5 milliards d'individus, dans les conditions de production actuelles de la viande, il est difficile d'en manger tous les jours en les aimant, puisque ce qu'on impose dans cette consommation à 7,5 milliards d'individus, eh bien, c'est quand même le fait d'être complice quand même d'un modèle de production
qui impose à des milliards d'animaux une vie de misère, mais aussi aux humains qui les élèvent des conditions terribles. Et les éleveurs que vous avez vus ne sont pas forcément ceux qui travaillent en élevage intensif, etc. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, si on contextualise cette question, qui suis-je pour faire couler le sang des bêtes pour me nourrir? Vous voyez bien qu'il y a deux questions dedans. Il y a à la fois un végétarisme un petit peu philosophique auquel chacun répond pour sa part, et puis un végétarisme lié au contexte actuel qui quand même nous oblige à voir en face quelles sont les conséquences de nos choix de consommation quotidiens dans, encore une fois, ce contexte qui impose une production industrielle voilà, et qui n'est pas bonne. Hein. Mais est-ce parce qu'ils nous ressemblent qu'il ne faudrait pas les manger? C'est ça la question. Non, c'est pas parce qu'ils nous ressemblent, parce qu'on l'a dit, il y a des lignes de différence très importantes, mais l'animal, ça a été dit tout à l'heure, hein, il est sensible, il a une capacité à souffrir, à sentir la douleur, le plaisir, mais aussi la souffrance psychique, le stress, l'ennui. Et bon, si on regarde en face les conditions de vie et de mort qu'on leur impose, eh bien, d'ailleurs, très peu de personnes peuvent regarder en face cela sans mettre en place des stratégies de défense psychologique, le déni, la dissociation entre la raison et l'émotion, le fait, finalement, ils sont faits pour ça, la rationalisation, parce que finalement, c'est difficile de voir en face ce que nous faisons chaque jour à d'autres vivants, dont en plus, chacun s'accorde à reconnaître qu'ils sont sensibles, qu'ils ont des formes d'intelligence, bien sûr, ils ne seront pas là pour débattre avec nous, ils n'ont pas de conception philosophique du monde, ce ne sont pas des agents délibératifs, ils ne votent pas, ils n'écrivent pas la critique de la raison pure, mais... tous les humains non plus, voilà, hein, c'est vrai, oui c'est vrai, mais tous les humains ont des conceptions, c'est vrai. Mais disons Homo sapiens, bon, un exemplaire de Homo sapiens, qui était effectivement très smart, a écrit la critique de la raison pure. Mais, donc voilà, ils ne font pas cela, mais ce sont quand même des quelqu'un. Hein, il y a quelqu'un derrière la fourrure et les plumes, et nous le savons bien quand nous avons un animal de compagnie, que c'est un petit quelqu'un, même s'il ne récite pas de la poésie, etc. Il est si différent de nous. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une société où chaque jour, dans nos habitudes de consommation, l'alimentation, mais pas seulement, eh bien, nous créons des dommages à d'autres vivants. Et là, je crois qu'il faut se poser cette question et qui renvoie à chacun sa responsabilité. Et puis qui renvoie aussi, non seulement à la responsabilité individuelle, mais à la construction, à la transition vers une autre économie, hein, dont encore une fois, je crois qu'elle ne profite pas à grand monde, hein, parce que manger de la viande tous les jours, surtout dans l'élevage intensif, et je terminerai par cela, eh bien, dans l'élevage des cochons notamment, qui sont très intensifs, c'est 15 000, 30 000 cochons en Allemagne, par exemple, il y a énormément d'antibiotiques, et vous savez que ça crée de la résistance aux antibiotiques, il y aura des enjeux de santé publique. Donc aujourd'hui, il y a une convergence entre la question environnementale, la question de santé pour les êtres, la question de la cause animale, et puis la question aussi de la qualité, même de la dignité des personnes qui travaillent dans ces milieux. On voit bien que tous ces enjeux-là ne sont pas séparés, mais nous engagent pour au moins changer les choses et trouver des lignes d'accord sur des fonds de désaccord, même si tout le monde ne deviendra pas tout de suite comme moi. Mais au centre, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, hein. Au centre de toutes ces préoccupations se trouve quand même l'homme. Il s'agit de savoir, pour l'homme, dans quel monde il désire vivre. La question que je voudrais vous poser, et Alain Prochant, vous sembliez reconnaître cette importance de la responsabilité de l'homme à l'égard de l'animal, est-ce qu'on peut reconnaître cette responsabilité sans postuler une supériorité de l'homme? En fait, dire que c'est à l'homme de devoir s'occuper des animaux et de faire en sorte qu'ils aient des bonnes conditions de vie avec eux dans le monde dans lequel il les convie, est-ce que c'est pas une manière de reconnaître qu'il leur est supérieur? Auquel cas, c'est pas simplement une différence juste de degré, il y a vraiment deux types d'êtres différents dont l'un est supérieur à l'autre. Il y a beaucoup de questions qui sont abordées là. On a abordé énormément de questions sur des thèmes complètement disjoints. Par exemple, le roman, c'est magnifique cette idée. Bon, j'ai beaucoup lu Ovide, j'ai même travaillé sur Ovide, comme vous le savez, sur Apulée, et l'idée qu'on puisse transformer rapidement un homme en chêne ou en pierre, ou une femme en vache, dans le cas de Io, c'est la seule métamorphose réversible, hein, comme vous le savez, dans le vide. De quoi sont-ils privés? C'est-à-dire qu'ils sont toujours des humains dans la pierre, dans l'arbre ou dans l'animal, mais ils sont privés de parole. C'est-à-dire que la chose dont ils sont privés, c'est la possibilité de parler. Et c'est vrai
D'ailleurs, Ovid y était très sensible, puisqu'il avait été exilé dans un pays où dont il n'avait pas la maîtrise de la langue, et donc c'était une chose pour lui d'extrêmement douloureux. Ça marque effectivement ce qui est aussi une des grandes spécificités de l'humain, c'est la parole, la pensée logique et la parole. C'est-à-dire que nous sommes des êtres sensibles comme les autres animaux, mais nous avons d'autres capacités que les animaux n'ont pas. Mais ces animaux ont des capacités que nous n'avons pas. C'est aussi un problème de milieu. C'est-à-dire que si vous abandonnez tous les artefacts avec lesquels vous êtes habillés, par exemple, et que vous allez vous promener dans la forêt vierge, vous serez beaucoup moins bien adapté que le premier chimpanzé venu, bien entendu. Mais nous avons construit des sociétés qui sont des sociétés techniques, nous avons construit des sociétés qui sont les nôtres, et dans les sociétés humaines, bien entendu, nous avons une certaine supériorité, mais ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de position dans l'évolution et de rapport au milieu qui est le nôtre. Or, elle est relative, cette supériorité. Alors, donc, ça c'est une des questions. Non, elle n'est pas relative, elle est différente. Tous les animaux sont différents. Et tous les animaux ne vivent pas dans le même milieu. Or, Sapiens a quasiment entièrement modifié le milieu dans lequel il vit, et dans lequel vivent aussi les autres animaux, et les plantes, il ne faut pas oublier les plantes, hein. Ce ne sont pas des animaux comme les autres, pour reprendre le titre de votre émission. Mais, après tout, on doit aussi tenir compte des plantes. Sont des êtres vivants. Hein. Et donc, la question qui est posée par notre ami et collègue philosophe, c'est essentiellement, je trouve, la position de Sapiens dans la nature. Qu'est-ce que Sapiens fait à la nature? Dans quelle mesure c'est négatif pour la nature et donc négatif pour Sapiens? Parce que derrière tout ça, il y a une forme d'égoïsme incroyable. On dit on va sauver la nature, mais en fait ce qu'on veut sauver c'est Sapiens. Donc la vraie question c'est faut-il sauver Sapiens? Est-ce que c'est si important que ça, hein? On peut se poser la question. Mais la vraie question qui est posée là, c'est la position de l'homme du fait de son cortex, parce qu'il modifie énormément la nature. Quelle est sa position dans la nature et hors de la nature en même temps? Sa capacité à modifier la nature au-delà de ce qui est supportable pour sa propre espèce, hein, puisque le réchauffement climatique, par exemple, ça fait partie des questions qui sont posées aussi. Le méthane, par exemple, qui est libéré par l'élevage, etc. Donc, je crois que la vraie question, c'est celle-là. Que faire de Sapiens dans la nature? Comment Sapiens peut-il contrôler l'évolution de son milieu de telle sorte que ça ne lui soit pas trop négatif si on veut sauver Sapiens? Parce que si on était darwinien complètement, si on était vraiment tous à égalité, nous les hommes et les animaux et les plantes et machins, eh bien on laisserait aller. Nous ne serions que des animaux. Nous ne prendrions pas cette distance par rapport à notre animalité pour justement anticiper ce qui va se produire dans 10, 20, 30, 100 ou 1000 ans et faire en sorte, en développant les moyens techniques nécessaires, essentiellement, et en modifiant éventuellement nos façons de vivre, ça c'est aussi une chose qui est tout à fait possible, pour que la vie humaine continue. Elle ne continuera pas éternellement, hein. Toutes les espèces ont un début, un milieu et une fin, donc je vous rassure tous, Sapiens disparaîtra, et alors la nature sera libre. Voilà rassuré. Hein. Non mais, quand Sapiens sera mort, la nature reprendra. Mais comme disait Ovid, il n'y aura personne pour en parler. Hein. Il n'y aura personne pour la chanter. D'accord? Ah bah oui, Orphée. Hein. Si Orphée meurt, qui chante la nature? Donc, c'est cette question-là qui pour moi est très importante. C'est à la fois, effectivement, penser le futur et anticiper, si on veut que Sapiens survive un peu plus longtemps, anticiper pour ne pas abîmer trop la nature, mais la faire continuer de travailler à notre service, malgré tout, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Et puis, penser notre place, quelle est la place de la technique. Par exemple, si vous avez le réchauffement climatique, on va prendre 2 degrés, c'est inévitable. Ça m'attriste, mais c'est comme ça. Je ne serai pas là pour les voir, de toute façon. Donc, ma mort m'inquiète beaucoup plus que celle de Sapiens, vous savez, de façon générale. C'est un truc... je pense que beaucoup de gens pensent comme moi dans la salle aussi. Si on veut faire... Alors, on va avoir une question de migration, de famine. Quelles sont les possibilités? On peut changer, et ça fait partie des solutions de nos modes de vie, ça c'est vrai, mais on peut aussi développer des techniques, par exemple faire des animaux transgéniques qui peuvent vivre à 2 degrés de plus, faire des plantes qui sont adaptées scientifiquement pour pouvoir vivre dans des biotopes qui sont moins favorables,
augmenter la productivité de l'agriculture sans forcément passer par des fermes de haute consommation, de haute production, comme vous le disiez. Et ça, c'est quelque chose qui doit engager cette chose extraordinaire que nous avons, c'est cette espèce de cortex frontal qui est monstrueux. Nous avons 900 cm3 de trop par rapport à un singe normal. Hein. C'est pas mal quand même sur 1400. Hein. Et ça doit nous permettre justement de penser notre position dans le monde, de penser des solutions pour que ça continue un peu plus longtemps, et puis de penser philosophiquement, qu'est-ce que l'homme, hein? C'est ça la question. Voilà, et que fait-il sur cette terre? Et pour combien de temps? Voilà. Si dans le concours de cerveau qu'on pourrait établir entre les différentes espèces, l'homme sort gagnant, est-ce que ça veut dire que toute forme de réflexion, mais aussi d'engagement pour la cause animale, présuppose j'en reviens quand même là-dessus, une responsabilité de l'homme, plutôt une supériorité de l'homme? En clair, est-ce qu'on réfléchit toujours sur l'homme quand on s'intéresse à l'animal? C'est le terme supériorité qui va pas. Mais je vais juste poser la question à Corinne Pelluchon sur ce point-là, parce que si on suit ce que dit Alain Prochant, en effet, le souci animal est dicté par notre propre cause, par le souci de préserver l'humanité. Est-ce que des questions telles que la souffrance animale que vous essayez que vous avez évoquées tout à l'heure, là, est-ce que c'est uniquement pour nous donner bonne conscience qu'il faudrait faire en sorte que les animaux soient mieux traités, ou est-ce au nom de l'animal, auquel cas là, on mettrait notre propre humanité au second plan? Alors très vite, hein, quelqu'un qui est saisi par la souffrance des animaux, il y pense tous les jours, chaque instant. Et c'est assez difficile. Je ne rentrerai pas dans des confessions, mais voilà, c'est quand même, pour moi et pour ceux qui partagent cet engagement, il est quasiment impossible de respirer en pensant que le monde continuera à être comme il est. Mais moi, je crois d'abord qu'il faut sauver Sapiens, ou en tout cas l'humain, pas tant l'homme mais l'humain, l'humaniser. Quel type de société voulons-nous promouvoir? Quel principe? Qu'est-ce qui compte pour nous? Après tout, nous sommes dans une démocratie qui s'est bâtie sur des principes, des inventions, des constructions philosophiques. Et l'égalité en dignité de chaque être humain. Moi, je crois que ça, c'était génial, mais c'est un héritage inachevé qu'il convient de compléter. L'article 4, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la limite de ma liberté, c'est celle de l'autre humain. On peut ajouter aussi des générations, c'est ma liberté, la limite, c'est aussi les générations futures, voire les animaux aussi, qui limitent mon bon droit d'exister. Je ne peux pas tout faire, je n'ai pas une souveraineté absolue. Donc vous voyez, je crois que la cause animale est la cause de l'humanité, pas seulement parce qu'on voudrait sauver ou on aurait honte de ce qu'on est, même si il y a quand même dans cette affaire une réflexion sur le type de civilisation. Enfin, quand même, est-ce que même les êtres, les hommes du XVIIe et du XVIIIe siècle que nous admirons, eh bien, est-ce qu'ils n'avaient pas prévu les élevages intensifs et cette industrialisation, cette réification, cette marchandisation du vivant, des humains et des non-humains? Or, est-ce qu'on ne peut pas changer de modèle, non pas revenir en arrière, mais aller sur une trajectoire, se mettre sur une trajectoire où, eh bien, on fait un monde un peu plus juste? Moi, je crois que ça, c'est une question dont il faut s'emparer aujourd'hui, dont nous devons nous emparer. Et à mon avis, je terminerai par cela, ce n'est pas seulement le néocortex, le cerveau, qui nous permettra de le faire. Il faut du cœur. Il faut s'adresser à la raison et au cœur. Alors, c'est vrai, évidemment, moi je fais de la philosophie, donc forcément, évidemment, j'aime bien le concept, j'aime bien la raison, le logos. Hein. Je dévoue une partie de ma vie au logos, mais ce qui se passe, c'est que je dévoue aussi une partie de ma vie aux animaux, avec lesquels je ne discute pas de Kant ou des autres, mais avec lesquels il y a un rapport au sentir, à des couches primitives de nous-mêmes. Hein. Avec les animaux, on a un rapport au sentir, et finalement, qu'on ait l'agrégation ou pas, ils nous en veulent pas, ils nous jugent pas. Et il y a quelque chose, ça c'est bien, hein. Et bien du coup, et puis il y a, vous comprenez, souvent nous sommes dans une civilisation où il y a des êtres très cultivés, qui ont une raison, des cerveaux sur pattes. Moi je pense qu'aujourd'hui, si on veut changer les styles de vie, c'est pas les arguments, c'est pas la science qui font que les gens changent l'histoire, leur vie et l'histoire collective. Il faut s'adresser aussi aux affects, qui sont des moteurs de l'histoire, qui sont des émotions, et pas seulement, hein, et qui sont parfois construites par un ensemble de représentations et aussi de manières d'être. Et moi c'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs dans le dernier livre que j'ai publié, parce que je crois que ça c'est... La philosophie a depuis quelques décennies oublié de s'adresser aussi au cœur, et quand on se rappelle, et là je me tourne vers la romancière, vous parliez tout à l'heure, les animaux ne parlent pas, on se rappelle que Zola, justement, il disait que ce qui le touchait le plus
plus chez les animaux, c'est qu'ils ne parlaient pas. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ils n'ont que nous, hein, de pauvres petites personnes comme moi, et puis d'autres comme moi, des petits animalistes comme ça, pour se défendre. Parce que c'est vrai qu'ils ne font pas les lois, et souvent on s'en sert comme des moyens au service de nos fins. Et si on veut que leurs intérêts soient eh bien, garantis, il faut que des êtres humains reconnaissent leurs valeurs et la traduisent éventuellement en termes juridiques. Donc, vous voyez, il y a une valeur dans le monde. Ils ont une valeur qui n'est pas relative à notre point de vue, mais c'est vrai que c'est l'homme qui allume la valeur dans le monde et qui a effectivement, en cartographiant le monde, eh bien, qui témoigne de cette beauté des choses et qui en parle. Et ça, c'est vrai que c'est notre trace. Et je crois que ça, c'est, vous voyez, donc l'animal, les animaux, la cause animale et le type d'humanisme qu'on peut promouvoir, je crois que ça va ensemble. Oui, ça veut donc dire, si vous dites les animaux ont besoin de nous, ça veut dire que les animaux sans nous seraient bien différents, que vous reconnaissez une responsabilité sans laquelle les animaux ne seraient peut-être rien, parce qu'on pourrait considérer que les animaux aient à vivre leur vie, qu'on les laisse vivre leur vie, plutôt que de vouloir parler en leur nom. Moi, les éléphants, je voudrais qu'ils vivent leur vie tranquille et qu'on arrête de les encager, de les faire faire des exercices dans des cirques. Les lions, les panthères aussi. Le problème, c'est que l'humain, eh bien, il a pris tout l'espace et qu'on fragmente leur habitat. Donc après, pour se donner bonne conscience, on construit des sanctuaires. Mais enfin, la question des animaux sauvages, par exemple, est une question très grave qu'il nous s'agit de poser, hein, parce que vraiment, il y a une érosion de la biodiversité. Vous voyez, bon, c'est vrai que toutes les espèces disparaissent, mais en ce moment, elles disparaissent vraiment beaucoup, très vite. Et là, il y a vraiment une réflexion, et pas seulement les animaux charismatiques comme les panthères, les éléphants, mais aussi les insectes, les abeilles qui rendent des services. Et là, je reviens, vous voyez, à notre intérêt. Vous voyez, on est aussi à la fois dans l'intérêt, c'est pour nous, mais aussi pour en fait, le type de, j'aime pas le mot valeur, mais, ou alors au sens de Ricoeur, l'attestation, quelles sont les valeurs dont nous nous portons garant, hein, voilà, il y a un rapport à la vérité, à l'ipséité morale, à l'identité morale. Que voulons-nous être? Que voulons-nous faire? Individuellement, collectivement, moi je pense que l'âge du vivant pourrait être le visage de nouvelles lumières. Il est très difficile d'essayer de savoir quelle part on accorde à l'animalité dans notre société sans se faire porte-parole de ces animaux. Hein. C'est ce que vous disiez. Est-ce que finalement, quand on parle au nom des animaux, c'est pas une manière de trahir la difficulté que nous avons à considérer l'animalité brute comme cette altérité que vous étiez tous d'accord pour reconnaître au départ, mais finalement on se rend compte qu'on peut quand même parler au nom des animaux et essayer de voir comment agencer une vie avec eux. Est-ce qu'on peut, Joyce Orman, est-ce qu'on peut essayer de penser les animaux, enfin les décrire, puisque votre travail c'est d'écrire, les décrire pour ce qu'ils sont et sans y projeter une forme d'humanité? Vous inventez un homme dans un corps d'ours, est-ce que c'est pas une manière de se dire, bah, finalement, pour penser l'animal, on est obligé d'y introduire de l'humain? Est-ce que, avant de répondre, je peux faire un tout petit retour? Évidemment, vous êtes là pour ça. Permettez, merci, parce que ça m'a beaucoup intéressé la question que vous avez posée sur le cannibalisme. C'est-à-dire, je voudrais juste dire deux petites choses. Je la rappelle juste, hein, oui, rappelez-la. C'est-à-dire que si les animaux nous ressemblent, nous nous mangeons nous-mêmes, nous sommes dans un rapport de cannibalisme et nous devons rendre les animaux différents pour les manger. Et je trouve ça... je pense que c'est le nœud du problème, justement, dans notre rapport carnivore, c'est-à-dire... Je vais le dire de manière qui va vous sembler un peu comique, mais je crois que c'est sérieux. Pourquoi est-ce qu'on a plus de difficultés, par exemple, à tuer une vache qu'une poule? Et là, des éleveurs ont pu me le dire aussi. Alors moi, il me semble, c'est une hypothèse que je pose, qui est poétique, mais qui est en fait aussi philosophique, c'est parce que les poules n'ont pas de regard. Donc les poules n'ont pas de visage, la vache a un regard, la vache a un visage. Et donc pour... tuer l'autre, évidemment, il faut nier son visage. Alors, il y a des animaux qui sont très pratiques, comme la poule, qui ne provoquent pas beaucoup d'empathie, parce que justement, elle n'a pas ce regard. Il n'y a pas de projection possible dans son visage. Et puis, il y a des animaux avec qui c'est beaucoup plus difficile, comme la vache, où là, il y a 1000 projections anthropomorphistes possibles. Et donc, je reviens aux éleveurs à qui j'ai parlé, il y en a un certain nombre qui me disaient « je ne peux pas regarder la vache dans les yeux et je ne peux pas lui donner de nom ». Des éleveurs qui me disaient « mes vaches n'ont pas de nom parce que si elles ont un nom, il y a un rapport et c'est trop violent de les amener à l'abattoir. Donc je ne peux pas l'appeler Marguerite, sinon je m'attache et sinon c'est une violence, donc c'est vache numéro 1, numéro 2, numéro 3 ».
Voilà, premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense que la spécificité du métier de boucher, aujourd'hui en tout cas, c'est de rendre invisible l'animal. Qu'est-ce que c'est que devenir boucher? C'est apprendre à découper la chair. Apprendre à la découper de telle sorte qu'on rende invisible la bête, la carcasse, le corps, la tête, les pattes, l'arrière-train. Et on ne voit plus aujourd'hui dans les boucheries de carcasses qui pendent, comme c'était le cas autrefois. Donc là aussi, il n'y a plus de projection possible vers le corps de l'autre. Et donc, le boucher, il est là pour nous présenter une espèce de truc carré qui va être dans notre assiette et qui va mettre très loin de nous l'animal. Voilà, pardon, c'était juste les deux petites choses que je voulais dire. Après, du coup, j'ai un peu perdu le fil sur. Est-ce qu'on peut décrire l'animal sans l'humaniser? Oui. Est-ce qu'on peut lui donner la parole sans tout de suite projeter nos préoccupations, sauver l'humanité ou sauver Sapiens sur eux, sur lui? Alors, c'est vrai que c'était le défi littéraire que je m'étais posé au début, qui est en réalité un défi littéraire évidemment impossible à atteindre. Mon premier projet sur La peau de l'ours, c'était vraiment d'écrire le monologue d'une bête. Alors, écrire le monologue d'une bête, c'est justement inventer une langue qui n'existe pas, dont on n'a pas idée. Alors, par exemple, Tristan Garcia, un romancier, l'avait fait dans Mémoire de la jungle, où il fait parler un singe. Donc, alors, ce qui donne une littérature, évidemment, beaucoup plus opaque, expérimentale. Il faut rentrer dans une langue nouvelle. C'est un autre pacte avec le lecteur qui est passionnant, mais que je n'avais pas le courage de relever. Donc j'ai eu ce subterfuge romanesque, justement, de l'hybrider pour pouvoir le faire parler. Et en même temps, j'ai essayé de tenir deux pôles dans mon livre, c'est-à-dire une parole humaine, parce qu'en réalité, vous parliez tout à l'heure de la question du porte-parole. En réalité, je ne peux pas parler pour les animaux, car je n'ai pas accès à leur langue. Je n'ai pas accès au silence des bêtes, pour reprendre le titre du très beau livre d'Élisabeth de Fontenay. Alors, en même temps, être porte-parole, c'est justement parler pour ceux qui sont dans le silence. Donc la question est toujours très compliquée, c'est-à-dire, est-ce que je parle pour ceux qui sont réduits au silence, ou est-ce que justement je fais violence à ce silence en parlant pour eux et j'invente une langue qui n'est pas la leur? C'est un vaste débat. Mais voilà, j'avais envie d'avoir cette langue humaine, et j'avais quand même envie d'essayer de m'approcher un peu du mystère du corps animal, parce que finalement, c'est ça le rapport que nous avons, le rapport premier que nous avons aux animaux, c'est un rapport à leur corps fascinant, comique, mélancolique, dangereux, beau. Enfin voilà, il y a une multiplicité d'émotions qui naissent de l'admiration du corps des bêtes, puis c'est les poils, les pics, les couleurs, la puissance musculaire, etc. Bon. Et donc, quand même pour écrire le livre, je me suis beaucoup renseignée sur la physiologie de l'ours. C'était là que je pouvais approcher un peu le mystère, finalement, de la bête. C'est comment il se déplace, à quelle vitesse il court, qu'est-ce qu'il mange, est-ce qu'il flotte dans l'eau, comment il attrape des baies sauvages de l'extrémité de ses griffes alors qu'il pèse 3 tonnes, ce truc entre la robustesse et la délicatesse. Donc j'ai essayé au moins de rendre compte dans le livre de ce que pouvait être un corps animal. Et c'est vrai que la littérature a cette, je ne sais pas si c'est cette vertu, mais en tout cas cette ambition d'essayer de capter l'altérité. Et pour moi, la façon la plus facile, la plus directe de la capter, c'est d'un point de vue physique. Là aussi, je reprends le titre d'un autre romancier qui est Emmanuel Carrère, qui raconte d'autres vies que la mienne. Moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est d'autres corps que le mien. Et donc, évidemment que j'ai raté, je ne peux pas dire ce qu'est un corps d'ours. Je ne sais pas ce que c'est que de marcher en faisant une tonne, de mal entendre, d'entendre très bien, de mal voir, etc. Mais voilà, je pense que la littérature, elle peut essayer de s'approcher. De toute façon, on ne fait que s'approcher, on ne capte jamais rien. Mais elle a cette espèce d'ambition assez modeste, et surtout qui rend compte, je pense, de notre rapport psychologique. Alors, je pense que la littérature donne sa noblesse à cette science un peu compliqué, pas toujours bien regardé, qu'est la psychologie. Et nous avons un rapport psychologique aux animaux. C'est quand on va au zoo, au cirque, c'est de la psychologie. C'est c'est beau, j'ai peur, je suis triste. Et voilà. Et la littérature, elle peut modestement, je pense, explorer ça. En fait, c'est quand on passe de la description à une forme de mise en question ou de réflexion qui serait d'ordre moral que le problème se pose, puisque si on suit vos réflexions,
si l'homme est investi d'une forme de responsabilité à l'égard des humains qui l'entourent, soit on essaye de le décrire, ce que vous faites Joyce Ormand, de décrire ce rapport corporel, empirique que nous avons avec les animaux, soit on se pose la question de la responsabilité. Quand on se la pose, c'est-à-dire qu'on intègre l'animal dans notre sphère morale, jusqu'où faut-il aller? Corinne Pelluchon et Alain Prochon. Faut-il aller jusqu'à reconnaître des droits aux animaux? Puisque nous sommes, c'est ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est quand même la spécificité de l'humain, c'est d'avoir instauré une société où la morale existe, où donc nous pouvons accorder des droits aux êtres humains de manière à ce qu'ils soient respectés. Faut-il étendre les droits humains aux droits des animaux? Alain Prochon. Oui, d'abord, le grand danger dans toutes ces histoires, pour moi, c'est l'anthropomorphisme. Si on veut vraiment respecter les animaux, il faut les respecter pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des animaux. Et vous pouvez lire Jean-Christophe Bailly, vous pouvez lire Derrida, vous verrez que c'est une question très importante de ne pas les humaniser. Donc les respecter, c'est les respecter pour leur place qu'ils occupent dans l'histoire de l'évolution. Par ailleurs, il faut distinguer les animaux sauvages et les animaux domestiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La nature n'est pas un parc de loisirs. Hein. Excusez-moi, mais si vous allez quelques 300 000 ans en arrière, à la naissance des sapiens, il y avait 10 000 sapiens au milieu de l'Afrique, dans un milieu extrêmement hostile, croyez-moi, s'il n'avait pas eu la technologie, les armes, le feu, etc., les petits sapiens tellement appétissants qui ne peuvent pas tellement se défendre n'auraient pas fait long feu devant le premier tigre venu ou lion. Donc il ne faut pas faire de l'angélisme animal. On peut respecter les animaux parce que ce sont des animaux, et on peut les trouver beaux parce que ce sont des animaux, mais il n'y a pas un humain dans l'animal, d'accord? Et ça, je pense que c'est un vrai danger. C'est un vrai danger parce que c'est faux intellectuellement et c'est faux philosophiquement, mais aussi si dangereux pour l'humain, parce qu'à l'inverse, quand il y a eu des massacres de masse, il n'y a pas si longtemps quand même, hein, 5 millions de juifs dans les camps, pour les tuer, il a fallu les déshumaniser d'une certaine façon. Hein. Donc la distinction qui est réelle entre l'homme et les autres animaux, l'homme étant lui-même un animal, avec un corps, avec un cœur, avec tout ce que vous voulez, bien entendu, il y a un sexe et tout. La distinction reste un impératif moral important dans nos sociétés, et quand on ne la fait pas, on prend un risque majeur de déshumanisation des humains aussi. Comment est-ce qu'on peut accepter de voir ce qui se passe en Syrie? Comment est-ce qu'on peut accepter ce qui s'est passé dans tous les crimes de masse sur des humains? Moi, je suis désolé, mais je respecte les animaux pour ce qu'ils sont, je sais ce qu'ils sont, hein, je suis un biologiste, donc je sais ce que c'est qu'un animal. Je sais que je suis un animal, mais en même temps, je sais que je ne suis pas un animal comme les autres. Et ce cortex que certains voudraient mépriser au nom des émotions, mais les émotions sont aussi une machine à penser, hein, et le cerveau est sensible aux émotions, c'est-à-dire qu'on ne pense pas sans émotion, on ne pense pas sans imagination. C'est pas uniquement des machines logiques, le cortex, c'est un organe qui permet l'adaptation à un milieu qui lui-même est modifié par cet organe. C'est assez compliqué, et l'organe est construit lui-même par le milieu. Donc je ferai un jour un cours de biologie si vous voulez, mais c'est un organe extraordinaire d'une certaine façon. Mais c'est vrai qu'on s'en réjouit, c'est pas marrant finalement d'être un humain. Hein. Serait-il mieux de rester dans la forêt, de ne pas entrer dans la clairière, comme dit le philosophe, hein. Mais il n'y a pas de marche arrière. Une fois que l'évolution a, avec ses 7 millions d'années, créé l'humain sapiens, il n'y a pas de marche arrière. De même que quand on est né, il n'y a pas de marche arrière, il faut mourir. D'accord? Donc c'est peut-être mieux d'être un animal. Hein. Parce que bien sûr, ils ont une psychologie, mais ils n'ont pas cette souffrance psychologique, ils n'ont pas le tragique. Hein. Quand vous animalisez les humains, vous leur retirez le sens du tragique. D'accord? Quand les Juifs étaient dans des wagons et qu'on les emmenait à Auschwitz, ils étaient des êtres humains parce qu'ils savaient ce qu'il allait leur arriver. Hein. Eh bien, les poulets n'ont pas la même conscience de ça. Et donc, je pense qu'il faut être extrêmement prudent quand on anthropomorphise l'être animal. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter les animaux pour ce qu'ils sont. Mais pour ce qui est des droits, je pense que les animaux n'ont pas de droits par nature. Car je ne crois pas à un droit naturel parce que je ne suis pas religieux. Ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, c'est qu'on a supprimé Dieu, certains,
et qu'on a mis les normes morales et éthiques dans la nature, hein, dans le cerveau, dans le chromosome, dans ce que vous voulez. Chromosome plus récemment. Mais ça, c'est un cours de passe-passe. On a transformé la nature en être divin. Or, moi je vous dirais, ni Dieu ni nature. Donc, les animaux n'ont pas de droit par nature. Nous non plus, nous n'avons pas de droit par nature. Nous faisons le droit. Et donc, les animaux n'ont pas de droit, mais nous pouvons nous imposer des devoirs à nous vis-à-vis des animaux. Et le résultat est le même, sauf que c'est nous qui le décidons. Et les civilisations sont différentes. Dans certaines pays historiques, ils n'en ont pas eu. Ils en auront plus, on peut l'espérer, dans les années qui viendront. Et puis dans les régions, dans certains... Il faut être Montesquieu aussi, voir que ça, c'est vrai ici, pas vrai là, et que ça évoluera. Il y a une histoire du droit, le droit évolue. Voilà. Et là, il évolue en faveur des animaux. Ils n'ont pas des droits, nous avons des devoirs. Corinne Pelluchon. Alors la question du droit, qui est un outil spécifiquement humain pour orchestrer le chaos, pour organiser la coexistence entre nous et avec les autres vivants, la question est de savoir quel droit conférer aux animaux. Et en fait, effectivement, le droit est un outil qui est humain, c'est-à-dire que c'est nous qui les conférons. Hein, il est anthropogénique, la source, c'est l'humain qui traduit en termes juridiques pour voir ce qu'il est permis ou pas de faire. Et c'est la question des limites. Jusqu'où devons-nous aller dans notre usage des autres vivants, et en l'occurrence des animaux, quand nous exploitons les terres, quand nous donc les partageons avec eux, et quand nous les exploitons. Donc le droit, vous voyez, c'est un outil, ça ne dit pas forcément la nature des choses, c'est un outil artificiel. Et la question, évidemment, n'est pas de calquer les droits des animaux sur les droits de l'humain. Le droit de vote, etc., ça n'aurait aucun sens. La question aussi est de traduire, je disais en termes juridiques, ce que, justement, nos obligations concrètes à leur égard, ce qui désigne des droits positifs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de penser, de dresser une barrière, comme dit Locke, le droit c'est cela, entre les animaux et le monde, donc nous, comme pour protéger l'inviolabilité des animaux et les soustraire à la mort violente, etc. Bien sûr, moi je le souhaite un jour, mais aujourd'hui, plutôt que d'avoir ce double discours où certains parlent de droits négatifs protégeant l'inviolabilité des animaux, mais dans les faits, eh bien nous transgressons tout cela, il vaut plutôt penser nos obligations concrètes à leur égard et les traduire en termes juridiques, ce qui donne par exemple des règles de la coexistence où, eh bien, dans nos usages, on va interdire certaines pratiques qui sont incompatibles avec le respect des droits de base, des normes éthologiques des animaux. Je prends l'exemple même de l'animal welfare, vous voyez, un langage de l'amélioration de la condition animale qui n'est pas exactement celui d'une radicale, même parce que moi je suis radicale, mais si j'épouse le langage de l'animal welfare, des 5 libertés, ne pas faire affamer un animal, ne pas l'enfermer dans des conditions telles qu'il ne pourrait pas exprimer ses besoins de base, ou la plupart de ses besoins de base, 4 et 5e liberté, internationalement reconnue depuis les années 50, eh bien on voit bien que cela est sans arrêt transgressé dans les élevages intensifs, où les poules qui ont besoin d'étendre leurs ailes, de gratter le sol, ne le peuvent pas, où elles sont détenues dans des conditions, donc du coup leur crête tombe, elles sont déplumées, elles deviennent cannibales, pour éviter ça, on les mutile, enfin bref, on a des aberrations dans nos pratiques. Or si, justement, on avait des règles plus contraignantes, eh bien, dans nos usages des animaux, eh bien, ce genre de pratiques ne serait pas légal, ne serait pas permis, parce qu'elles ne sont pas légitimes. Et pourquoi ces pratiques ne sont pas légitimes? Car les animaux ont des normes éthologiques, des besoins de base qui limitent notre droit d'en user comme bon nous semble. Donc vous voyez que dans nos pratiques, nous transgressons quelque chose, parce que nous n'avons pas une souveraineté absolue sur tout. Et tout à l'heure, eh bien vous parliez de zoos, de cirques. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans les cirques en particulier, eh bien, les animaux, certes, vous dites, on les admire pour leur beauté, leur étrangeté. Oui, mais enfin, on leur impose des conditions de vie, une vie diminuée, on les frustre surtout. Et ça, c'est peut-être quelque chose, vous voyez, il y a peut-être une limite à tracer entre ce qu'il est décent de faire avec d'autres vivants et ce qu'il n'est pas décent, parce que ça leur impose des conditions de vie terribles où ils souffrent énormément
énormément, constamment, et en plus, il n'y a plus une utilité publique à faire ces choses, et il y a peut-être aujourd'hui aussi la société qui ouvre les yeux, en tout cas certaines personnes, sur cela. Donc vous voyez, le droit, c'est un outil pour orchestrer le chaos de nos existences. Et vraiment, il faut faire attention, dans une théorie politique globale, qui intègre les intérêts des humains et des animaux, sans mettre tout au même niveau évidemment, et sachant que ce sont nous qui formulons ces règles, nous les humains, eh bien, on peut penser la justice envers les animaux, laquelle va beaucoup plus loin que la question de savoir quel droit leur conférer. Les droits sont des outils de cela, mais la justice, c'est dire que finalement, les animaux aussi partagent la terre avec nous, ils sont là, et donc leur existence nous oblige. Maintenant, c'est nous qui allons formuler, donc c'est vraiment une responsabilité. Et encore une fois, souvent il y a des contresens qui sont commis parce qu'on brandit la question des droits. D'abord, souvent dans le droit, dans nos usages des animaux et au niveau des lois, il y a de très belles lois. Par exemple, la directive européenne de 2010 sur l'expérimentation animale, que vous connaissez sans doute, qui invite à innover au niveau des alternatives existantes à l'expérimentation animale afin que le principe de la réduction de l'usage des animaux, le fait de raffiner les expériences pour qu'elles soient moins douloureuses et de les remplacer, deviennent pas seulement éthiques mais contraignantes juridiquement. C'est vraiment la directive européenne de 2010, imparfaitement traduite dans le droit français, dans le décret de 2013, mais elle est quand même un grand espoir. Vous voyez que le droit avance, mais malheureusement, avec les animaux, souvent les règles ne sont pas appliquées. Donc on voit bien qu'il faut un mouvement plus fort afin que les quelques lois assez bonnes qu'on a et que celles qui viendront, j'espère bientôt, qui seront meilleures, eh bien, ne soient pas des vœux pieux ou des coquilles vides. Un tout dernier mot, Alain Prochant, je vous voyais sourciller, faire des mots et un visage bizarre quand Marguerite Peluchon parlait. Moi, je fais jamais de mots. Jamais. Je fais du dur, parfois. Je connais bien l'exploitation animale. Et je connais bien les règles européennes. Je connais bien d'ailleurs le lobbying qui est fait auprès des institutions européennes pour renforcer les contrôles sur l'exploitation animale. On ne peut pas se passer de l'exploitation animale. Il faut quand même le savoir. On peut aussi décider qu'on ne va utiliser aucun médicament qui a été créé grâce à l'exploitation animale. Si on veut être vraiment conséquent, on peut être totalement vegan, mais on peut aussi refuser les soins de la médecine, parce que la plupart des médicaments que nous utilisons ont été développés grâce à l'exploitation animale. L'animal qui est sur la photo n'a pas sauvé cet enfant. Vous pouvez voir sur des affiches qui défendaient l'exploitation animale pour le développement des médicaments. On pourra peut-être un jour s'en passer, pour l'instant on ne peut pas. Et on ne peut pas pour des raisons très évidentes, si vous parlez à des gens qui font des médicaments. Ou bien en expérimentant sur l'animal, ou bien en expérimentant sur l'homme. Parce que quand vous avez une molécule, et que vous la mettez sur une cellule en culture, elle va avoir l'effet que vous voulez. Mais quand vous l'injectez dans un corps, elle est transformée, elle fait des métabolites, elle fait d'autres molécules. Et ça, c'est des effets secondaires qui sont très souvent mortels et handicapants. Et ça, vous pouvez le voir que dans un organisme vivant. Alors, si ce n'est pas l'animal, ça sera l'humain. Et moi, je préfère que ce soit l'animal que l'humain. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Alain Prochant, Marguerite Peluchon et Joyce Sermon.